mais on va jamais faire payer à un coureur l'accès à la communauté de course. Le coureur ne paiera jamais avec les CCM Club. Là, dans l'endurance, les femmes sont tellement plus fortes que les hommes. Là. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'être un peu toujours en mode travail, entraînement, création, mais parce que c'est mes passions. Emmanuelle Salambeau-Desguara, bienvenue sur Startup. Allô, merci les filles. Ça va bien? De me recevoir. Oui, ça va bien. On est vraiment excités. Oui, ça va très bien. Va très bien. Ouais. Parce qu'on enregistre avec toi. Oui. Non, mais on est vraiment excités. Ça fait quelques mois là, déjà que je te suis de près, puis tu es impliquée dans des projets auxquels je participe. Camille a participé aussi. En fait, justement, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas, veux-tu te présenter brièvement les chapeaux que tu portes? Oui. Ben, salut tout le monde. Salut les filles. Moi, c'est Emma Desguara. Dans le fond, je suis... j'ai comme 3 chapeaux, je dirais. Mon premier chapeau, ça serait coureuse d'ultramarathon, un peu athlète d'endurance. J'aime découvrir le monde dans la course à pied, puis aller dans des endroits un petit peu étranges, dans la jungle, dans le désert, en altitude. Bref, l'aventure, la découverte. Mais au-delà de ça, je suis aussi... une professionnelle, donc je suis vice-présidente affaires juridiques du groupe RGP, groupe financier. Donc, c'est une entreprise qui fait, on fait tant de la gestion de patrimoine que de la gestion de portefeuille. Puis moi, je m'occupe vraiment du département juridique légal, conformité, gouvernance et tout ça. C'est un domaine qui me passionne énormément. Donc, ça, c'est mon petit côté geek. Puis il y a le volet plus entrepreneuriat, implication dans la communauté. Puis ça, c'est vraiment surtout à travers le CCM Club que j'ai cofondé avec William Fugère. Que je peux justement prendre part à la communauté de sport, mais la communauté aussi de pas juste de gens qui sont actifs, mais qui souhaitent le devenir aussi. Fait que voilà, c'est un peu mes 3 chapeaux. En quand même un gros chapeau. Ben oui, là. c'est ça. Puis nous, on avait envie de te recevoir pour justement comprendre davantage comment est-ce que tu navigues à travers ton univers professionnel, juridique et tout ça, le droit, puis le sport qui prend beaucoup, j'imagine, de ton temps. Fait qu'aujourd'hui, on va comme démystifier tout ça, plonger dans ton quotidien, mais je pense que ce serait intéressant que tu nous ramènes un peu en arrière. Emma, elle vient d'où? Jusqu'à où il faut retourner pour comprendre qui tu es aujourd'hui? Puis l'aventure, ça partit comment? Eh oui, ce bout-là. C'est vraiment spécial parce qu'à chaque jour à chaque fois que je raconte l'histoire, on dirait que j'arrive avec une nouvelle version un petit peu parce que je réalise où les graines ont été semées un peu. Mais dans le fond, moi, je suis une personne qui, dans le fond, je viens de Québec, une famille relativement active sans être personne qui était athlète dans ma famille. Puis j'ai fait du ballet, de l'équitation au primaire puis au secondaire. Quand je courais avec l'école secondaire, des fois, il y avait des activités de course. J'étais la bonne dernière. J'avais de la misère à terminer les courses aussi. Tu sais, j'ai toujours cru, en fait, que je n'étais pas vraiment une personne athlétique quand je me comparais aux autres. Par contre, j'en retirais vraiment du positif, du bien-être. Puis quand je voyais les autres personnes qui réalisaient dans le monde du sport, ça me passionnait énormément. Puis je les trouvais comme fascinants. C'était quelque chose qui m'attirait. Je pense que aussi, je voyais des vidéos d'athlètes. C'était sur YouTube, il y avait des athlètes qui couraient sur des montagnes, puis il y avait comme des cols, puis là, tu voyais les falaises. Puis je me rappelle que je regardais ces vidéos YouTube-là quand j'étais très, très jeune, en faisant mes devoirs, puis je me disais, waouh, c'est incroyable, mais j'aurais jamais cru que c'était quelque chose qui était réellement possible. Tu sais, ça m'était jamais effleuré l'esprit. Puis éventuellement, je pense que j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont amenée à vouloir prendre soin de moi, puis arrêter d'attendre que d'autres personnes s'inscrivent à une course avec moi ou arrêter d'attendre que j'ai un partenaire pour aller courir demain matin, tu sais, puis arrêter d'attendre au 1er janvier 2026 pour changer mes habitudes de vie. Je me suis inscrite à un moment donné à une course entre elles, même à un triathlon. En fait, ça a commencé avec les triathlons. Je m'étais inscrite à un triathlon, puis... Attends un petit peu, là. Là, toi, tu pars de rien, puis tu t'inscris à un triathlon. Mais un petit. Un tout petit mais triathlon. quand même. Mais à un moment donné, il faut commencer à quelque part. Tu sais, à un moment donné, moi, j'aime ça être dans le motion, en fait. Là. J'aime ça me dire, OK, il y a pas de pause dans la vie. Genre, si tu as une inspiration, tu prends action. Oui. Reste pas dans des pensées. Le plus que je vais faire, c'est que je vais l'écrire sur un journal, mais idéalement, dans mon journal, il y a des actions concrètes, 1, 2, 3 de ce que je dois faire, puis un timeline, tu sais. Ouais.
Fait que la première étape, ça a été de s'inscrire à une course parce que là, je suis redevable à ma course. Ouais, pas le choix. Deuxième étape, prendre un coach. Parce que là, sans coach, ça... Ben, en fait, je sais pas comment m'entraîner. Là, tu sais, j'avais aucune idée comment faire. Là, c'est mon coach qui était mon professeur de yoga qui m'a aidé dans le temps à vraiment me construire une semaine d'entraînement puis à avoir du plaisir là-dedans. Parce que là, quand on commence à courir, là, on sort de chez soi puis on fait 5 km le plus vite qu'on peut, puis on recommence le lendemain le plus vite qu'on peut encore, puis Oui. mais c'est pas très, très sustainable, si je peux me permettre l'expression anglaise. Donc, ce coach-là m'a aidé, puis là, finalement, la pandémie a éclaté. Mes courses de triathlon ont été annulées, puis finalement, ça a été des courses de trail qui avaient lieu, auxquelles j'ai participé, puis là, c'était un 25 km. Les filles, un 25 km en trail, j'avais tellement peur, j'étais terrorisée. Puis tu sais, j'avais pas d'amis qui allaient faire ça avec moi. J'ai juste comme, je me suis présentée sur la ligne de départ, puis j'ai fait, OK, go, tu sais, on y va. Là. Pour me rapprocher de mon objectif, je me souviens que j'avais aussi un changement de mode de vie que je voulais faire. Tu sais, je voulais me rapprocher de la montagne un petit peu. Donc, avec ma famille, on avait décidé d'acheter un chalet locatif au Mont-Sainte-Anne. Comme du revenu passif, en fait. Fait que j'ai toujours voulu mélanger aussi, tu sais, mes projets de sport à aussi, tu sais, comment je me vois comme, tu sais... Comme entrepreneur, finalement. Entrepreneur, ou tu sais, pour moi, c'était pas un gros move d'investisseur, mais au moins, je trouvais que j'allais pas juste perdre mon temps en montagne non plus. J'alliais comme deux éléments qui m'intéressaient beaucoup, l'investissement immobilier et le monde de la découverte de la trail, par exemple. Donc là, ça a commencé comme ça, puis cette même saison-là, j'avais fait un premier 25 km. Puis pendant ma course de 25 km, ma plus longue distance que j'avais fait, je pense que c'était genre 12. Puis je me rappelle qu'au kilomètre 16, j'étais dans la montagne, puis j'ai eu un moment d'euphorie complet, là. C'est vraiment spécial, où est-ce que je me suis dit, j'ai réalisé qu'à aucun moment dans la course, j'avais eu un doute sur si j'étais capable ou pas de terminer la course. Ou tu sais, j'avais jamais... Tu sais, des fois, tu fais quelque chose, puis tu cherches un escape, tu sais, une petite sortie, puis tu dis, j'ai peut-être mal à quelque part, faudrait que j'arrête, ou tu sais, c'est trop difficile. Puis à aucun moment c'est arrivé. Au contraire, j'étais sur mon X total. Tu sais, c'était pas facile, c'est sûr, mais je me sentais bien, puis j'avais envie de continuer, puis de pousser, tu sais, de continuer de pousser mes limites. Puis j'ai vraiment eu une prise de conscience, puis ça m'a fait rire pendant la course, je m'en souviens. Je me suis dit, oh mon Dieu, Emma, si t'es capable de réaliser ça, qu'est-ce que t'es capable de faire aussi? Tu sais, c'est quoi la suite? What's next? Ouais. Et là, ben, je me suis dit que les limites qu'on avait, c'est celles qu'on s'impose à soi-même, puis que j'allais continuer d'explorer quelles sont mes limites, tu sais. Je trouve ça vraiment cool. Puis, petite parenthèse, ça me fait penser à ce dont Cam et moi, on parlait tantôt. Oui. On marchait, puis Cam, elle disait que, tu sais, des fois, la course, ça fait sortir vraiment des grosses émotions, tu sais. Ah, moi, ça fait le ménage de mon corps au complet. Le sport est tellement connecté à mon émotivité, là. Ça en est spécial tellement un moment donné. Puis je sais que c'est quand c'est la douleur physique qui arrive que la douleur émotive sort. Ah, c'est vrai. Souvent. Fait que je sais que quand je file moins, je me pousse parce que je sais que le méchant va sortir. Mais après ça, le feeling, il n'y a pas grand-chose qui accote ça. Au niveau de tu filais mal puis tu filais bien, là, il n'y a aucune pilule magique ou rien que tu peux faire pour te sentir mieux que ça. Fait que je comprends un peu ton effet d'euphorie ou juste un paysage quand t'as bougé, là. Tu sais, ça fait quand même remonter des choses tellement belles, je trouve, chez la personne. Je trouve que ça amène vraiment beaucoup de clarté. Tu sais, avant de venir au podcast, justement, tu sais, on parlait de comment je jongle ma vie personnelle, professionnelle. Ben, comment ça s'est passé aujourd'hui, c'est que je me suis réveillée comme à 5 heures. J'ai travaillé jusqu'à 7h30, 8h. Ben, en fait, non, jusqu'à 8h30. 8h30, je suis allée faire un petit jog. Tu sais, un 6 km, juste, ben, pour moi, ça, c'est le genre de petit jog qui fait du bien, là. Juste pour amener de la clarté dans mon esprit, pour que quand j'arrivais ici, j'étais comme posée. Là, j'ai fait j'ai fait de l'espace. Je suis prête, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de positif. Il y a aussi tout ce qui est le volet communautaire aussi. Bien, pas communautaire juste de façon générale, mais la connexion que je suis capable d'aller chercher avec les gens. Tu sais, admettons, là, vous voulez faire un business meeting, là, les filles, là, il n'y a rien de plus concret que d'aller courir avec votre partenaire, business partner, là. Vous allez courir avec lui ou elle, puis tout à coup, là, les fils s'enlèvent, on connecte directement,
Puis après, tu t'assois, puis le meeting se déroule d'une façon complètement différente. Ou tu sais, une première introduction avec quelqu'un, les fils s'en vont complètement. Fait que autant moi avec moi-même que moi avec les autres, le sport, c'est une façon de communiquer puis de connecter, là, genre littéralement. Puis je dirais moi avec moi-même, moi avec les autres et moi avec la nature aussi. C'est comme vraiment tout relié, là. Fait que, ouais, c'est vraiment... c'est spécial quand même, tout ça. C'est le sport, qu'est-ce que ça l'a amené. À travers tout ça, j'étais aussi avocate. Oui, moi, c'était ma question, là. Oui, là, j'ai parlé du sport. Oui, c'est ça. OK, bien là, dans le fond, comment ça s'était passé? C'est que j'ai commencé... J'étais au cégep à Saint-Laurent, à Québec, et je me rappelle que moi, j'aimais pas vraiment le droit. Je voulais pas devenir avocate, en fait, mais je voulais faire le baccalauréat en droit pour, après ça, aller faire mon MBA. Ce qui me fascinait, moi, dans le monde, c'était le monde des affaires. Fait que je me disais, comment est-ce que je peux travailler dans ce domaine-là puis y arriver d'un point de vue, tu sais... au niveau de mon éducation. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient dans le baccalauréat en administration. L'Université Laval, c'est quand même une grosse université. Je me disais, j'ai les notes pour aller en droit. Je vais aller acquérir de l'expérience puis quelque chose de complémentaire. J'irai faire mon MBA par après. Puis dans le cadre de mon bac, j'ai réalisé toutes les expériences un petit peu... j'ai réalisé plusieurs expériences concrètes en droit des affaires. Puis là, j'ai réalisé que comme professionnel dans le domaine juridique, on avait quand même une portée importante dans le cadre des transactions de fusion et d'acquisition, de financement. On était capable quand même de... tu sais, d'être dans le milieu des affaires, en fait, à travers le domaine juridique. Donc, j'ai pratiqué en pratique privée dans un cabinet d'avocats à Québec pendant quasiment 5 ans. Puis là, je me suis spécialisée en valeurs mobilières. Donc, je travaillais vraiment pour les compagnies publiques, les compagnies cotées en bourse, des groupes de fonds d'investissement également. C'était un domaine vraiment le fun parce qu'on travaille beaucoup avec l'Autorité des marchés financiers, les diverses bourses, NYSE, mais beaucoup de bourses de croissance, bourse de Toronto. C'était... Je vous cacherai pas que je travaillais énormément parce que nos compétiteurs dans le domaine juridique, là, c'est que des cabinets d'avocats genre de Toronto, un peu à Montréal, mais c'est vraiment très... Tu es dans des deals, il y a des gens qui sont sur le fuseau horaire au Japon, à Londres, à gauche, à droite. Fait qu'on travaille vraiment beaucoup, puis on était quand même un petit cabinet. Donc, les heures, on en mettait. J'étais pas capable de faire du sport dans cette période-là de ma vie. Là. Tu sais, j'en faisais vraiment pas, puis je vous cacherai pas que j'étais pas du tout en forme. Puis c'est quand, à un moment donné, j'ai engagé... là, j'ai comme raconté l'histoire, pas de façon chronologique nécessairement. C'est pas grave. Mais c'est quand j'ai engagé une... qui était devenue ma meilleure amie, là, elle s'appelait Maud Émilie. Quand je l'ai engagée, dans le fond, là, on s'est mis à être comme partner dans nos dossiers. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de liberté, de vie. C'est là que j'ai commencé à prendre des décisions concrètes pour me faire du bien physiquement, faire du sport, lire. Puis c'est là que la course, là, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure a commencé. Exact. C'est là que ça a commencé. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup ma pratique dans le domaine juridique, mais à un moment donné, je trouvais que quand on est dans un cabinet d'avocats, tu sais, on coûte de l'argent au client de par des heures facturables. On s'entend? Fait que quand tu as un client, tu essaies le moins possible d'appeler ton avocat. C'est vraiment littéralement ça. Là. Le moins possible, tu l'impliques. Le moins possible, tu lui parles de tes questions business parce que tu veux les gérer avant d'aller voir ton avocat. Puis moi, c'est ça qui me manquait, c'est d'être un petit peu dans le volet stratégique. Donc, je pensais quitter ma pratique au complet à un certain moment donné, l'année dernière. En fait, ça a été une réflexion sur 2 ans. Je pensais devenir changer du tout au tout, ne plus travailler dans le domaine juridique. Finalement, c'est mon client qui était le groupe RGP qui est venu me chercher puis qui m'a dit « Emmanuelle, on pense qu'il y a un fit incroyable entre toi et nous. On veut que tu viennes travailler pour nous. » J'ai dit, ouf, c'est quand même un gros poste, honnêtement. Puis en plus, c'est très, très niché comme domaine. Vraiment, là, le groupe, la gestion de patrimoine, gestion de portefeuille, c'est niché. Je me disais, non, je peux pas faire ça. Puis aussi, un grand sentiment d'imposteur aussi, parce que c'était pour reprendre le département au complet. Puis c'est pas rien. Là, la personne qui était là avant moi, ça faisait 30 ans qu'elle faisait ça, là, tu sais. Puis je collabore encore avec cette personne-là, puis c'est une personne incroyable, tu sais. Je me disais, mon Dieu, j'ai pas ma place à cet endroit-là. Fait que j'ai tenté
j'ai vraiment, là, je pense que ça a été des discussions pendant 3 mois avant d'être vraiment certaine que j'étais prête à faire ce saut-là. Finalement, je me suis dit, OK, je fais le saut. Donc, j'ai quitté mon emploi chez Stade Monard. Je suis partie faire ma grosse montagne sur Aconcagua. Et quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler chez RGP Groupe Financier comme vice-présidente affaires juridiques. Donc, ça fait 1 an exactement. Là. Pas mal, oui. Je suis revenue en janvier. Ça fait un peu moins d'1 an, là, mais je suis revenue genre mi-janvier. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, tous les projets de montagne, la course, l'entrepreneuriat, mon monde professionnel, tout ça est intimement lié. Puis mes employeurs, ils savent que ça fait partie de mon DNA là, maintenant. Donc, ils aiment ça aussi de moi. C'est ce que j'amène dans l'entreprise sûr, aussi. Je pense que c'est directement lié avec le moment où tu as vu que tu pouvais repousser tes limites puis qu'il n'y avait rien d'impossible pour toi. Tu sais, si tu n'avais pas vécu ça ou tu vivais pas ça dans le sport, je suis pas sûre que tu aurais eu la même perception de ce poste-là. Tu sais, peut-être que ça aurait pris beaucoup plus de temps de convaincre. Peut-être que tu aurais dit « je vais attendre 1 an ». Tandis que là, vu que tu avais déjà ouvert tes horizons au niveau physique, au niveau mental, ça y va aussi probablement. Pour vrai, oui. J'ai vraiment l'impression que... j'imagine que ça vous le fait peut-être un peu aussi, là, mais justement, tu sais, quand je sais pas, on prend de la confiance en nous à travers quelle que soit l'expérience, que ce soit parce que vous avez lancé le podcast Les Filles ou vous avez réussi à, je sais pas, négocier un super beau contrat de partenariat, mais peut-être que dans vos autres activités, là, vous allez avoir encore plus confiance en vous, vous allez être plus prête à comme se mettre à l'épreuve puis se mettre face à l'échec. Parce que je pense que pour essayer quelque chose, il faut être à l'aise avec le fait qu'il y aura peut-être un échec, tu sais. Puis plus on avance dans la vie, je pense, plus on est comme, OK, tu sais, on l'essaie, puis OK, au pire, il va y arriver ça, mais faisons toutes les actions concrètes pour que ce soit une réussite au final. On a peut-être un peu moins peur de se lancer. Moi, je le sens vraiment que je suis comme une nouvelle personne depuis que je fais du sport. Là. Puis c'est pas parce que ça m'a pas amené nécessairement plus d'intelligence, mais plus de... C'est ça, plus de force, je dirais. Là, oui, vraiment. Mais moi, je suis bien d'accord avec toi. Là, je veux dire, j'en ai pas beaucoup parlé sur Startup encore, mais j'en ai parlé à Emma puis Camille beaucoup, bien entendu. Cette année, je suis en préparation pour un premier triathlon qui va avoir lieu au printemps, puis un premier demi-marathon, tout ça, mais ça a été comme dans les derniers mois, c'est un gros changement dans ma vie parce que j'ai toujours été une fille active, mais pas sportive. Tu sais, je veux dire, je bougeais, je pense, plus que la moyenne de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, j'aimais beaucoup le outdoor, les sports d'hiver, tout ça. Mais je m'étais jamais entraînée avec des objectifs. J'avais jamais participé à des événements sportifs non plus, puis tout ça, mais j'admirais beaucoup les gens qui le faisaient, là. Puis tu sais, je pense que toi aussi, comme tu l'as expliqué, c'était un peu ça quand tu étais jeune. Fait que je me voyais un peu dans ton histoire. Puis là, aujourd'hui, ça fait quelques mois que je m'entraîne avec... je suis très disciplinée dans la vie. Fait que quand j'ai commencé, quand j'ai pris ma décision, c'était clair que j'allais le faire avec beaucoup de rigueur. Tu sais, mon copain le fait aussi, puis on s'entraîne comme complètement différemment. Là. Lui, il va une fois de temps en temps quand ça y tente. Puis moi, je suis comme chaque jour, mes entraînements sont tout organisés. Mais c'est en train de changer ma vie. Puis cette décision-là, pour moi, est vraiment venue du désir de repousser mes limites parce que je crois que tout est une question de choix. Puis, comme tu dis, je pense aussi qu'on est très enracinés dans notre personnalité. Puis, pour le meilleur et pour le pire, en le sens où je crois que c'est bien d'apprendre à se connaître, d'être capable de se décrire, puis tout ça. Mais à un certain point, des fois, je trouve que ça nous limite. Tu sais, le nombre de fois que soi-même ou d'autres disent « Ah non, moi, je serais pas capable de faire ça » ou « Je peux pas croire que tu fais des... » Ah, c'est tellement vrai. Moi, je suis comme ça. Mais on est tous quelque part. Oui. Tu sais, que ce soit face au sport ou à autre chose. Puis c'est correct, faut connaître nos limites, mais comme c'est quand la dernière fois que tu as choisi d'aller au-delà de ce que tu pensais capable ou pas capable de faire, tu sais. Oui, mais honnêtement, c'est tellement bien dit. Puis je pense que c'est pas juste comment soi-même on se perçoit, mais aussi la vision que les autres ont de soi. Tu sais, je me suis toujours fait dire que j'étais pas une sportive ou, tu sais, que j'étais pas une athlète, mais je l'ai cru, là, tu sais, je veux dire, dans ma tête, c'est évident que je suis pas une athlète, tout le monde court plus vite que moi, mais par contre, si un jour je crois que je peux changer les choses, mais c'est vraiment difficile d'aller chercher ce sentiment-là à l'intérieur de nous puis de le créer, mais comme, à un moment donné, il faut le faire pour pouvoir créer un changement. Mais je trouve ça drôle à quel point, tu sais, mettons, c'est drôle parce que quand tu as parlé de ton triathlon, là, t'es devenue un petit peu gênée, OK? J'ai envie de te poser la question. Oui. Pourquoi ça t'a gêné? Est-ce que c'est parce que... en fait,
j'ouvre la question. Pourquoi ça t'a gêné, mettons? Ben pour moi, il y a un sentiment d'imposteur. Okay. Tu sais, je me dis, je suis pas une athlète puis tout ça. Mais pour moi, dans mon quotidien, je fais plein de sacrifices puis je travaille vraiment fort pour y arriver. Fait que là, quand j'y pense, j'ai un grand sentiment de fierté puis je me trouve vraiment bonne puis tout ça, je m'impressionne, je m'inspire moi-même. Oui. Mais après ça, genre, je me mets dans le pot de des gens qui en font puis je me dis, ben en ce moment, je fais rien d'impressionnant. Fait que j'ai comme un petit sentiment d'imposteur. Ben, en ce moment, moi, je trouve que c'est un peu le contraire. C'est impressionnant que tu repousses ta limite. Tu sais, quelqu'un qui a fait 4-5 Ironman, qui va s'inscrire au demi pour cette année, ben toi, là, ton demi-Ironman, pour cette personne-là, c'est pas grand-chose, mais pour toi, c'est, tu sais, c'est autre chose. Fait que, tu sais, dans tout repousser ses limites, c'est pas la limite qui est importante, c'est comment on la repousse, je pense. Ouais, vraiment. Peu importe c'est quoi la limite pour toi, là. Puis, tu sais, mettons, juste donner un exemple. J'ai fait une course cette année que je pensais vraiment pas faire dans ces temps-là, OK? Je me suis vraiment surprise à moi-même. Puis je pourrais en parler un petit peu plus par après parce que j'ai vraiment fait des apprentissages extraordinaires durant cette course-là. Félicitations. Merci, c'est gentil. Mais c'était pas juste mon travail. C'est vraiment le travail d'une communauté complète, je pense. On s'en reparle. On dirait que j'ai hâte, d'un coup. Mais en tout cas, juste pour finir l'idée, là, c'est juste que, tu sais, ça m'a pris, admettons, 21 heures faire cette course, OK? Mais il y a des gens, ça leur a pris 29 heures, OK? Puis des gens qui sont vraiment en forme. Mais dites-vous, là, que moi, pendant mes 21 heures, là, je me suis sentie vraiment bien. Puis, tu sais, oui, j'ai eu des moments très difficiles, surtout vers la fin de la course, mais essentiellement, j'étais bien, puis j'étais en contrôle, puis je repoussais mes limites. Mais j'ai souffert j'ai souffert, entre guillemets, pendant 21 heures. Il y en a d'autres qui ont souffert pendant 29 heures, là, tu sais. C'est comme souvent les personnes qui sont les moins, ça leur prend le plus de temps à réaliser les ultras, par exemple, c'est ceux pour lesquels j'ai le plus d'estime ou d'admiration, en fait, parce que c'est eux qui poussent le plus puis qui vont le plus dans des zones dures. Puis c'est drôle parce que je suis souvent plus intéressée par l'histoire de quelqu'un qui a commencé à faire du sport. Ça m'inspire aussi, moi, vraiment beaucoup. Ce que tu me dis là, ça m'inspire énormément, moi, à comme dire « Ah, moi aussi, je vais aller courir. » Puis on se cachera pas que même courir 6 km ce matin, ça m'a demandé mon petit jus. Là, je savais que ça allait me faire du bien, mais ça reste... C'est pas parce qu'un jour, j'ai couru vraiment plus long que sortir de chez moi, faire 1 kilomètre, des fois, c'est pas extrêmement demandant aussi. Là. On oublie ça. Il y a vraiment pas de petite performance. C'est tellement important de le savoir. Mais encore une fois, je pense aussi des fois, on se crée une perception de ce que quelqu'un d'autre penserait ou de la réalité d'une autre personne, mais t'as raison, tu sais. Puis... Ouais. Mais en tout cas, l'univers du sport, je trouve que c'est exceptionnel. Puis je pense que dans la vie, il n'y a pas d'autre moyen de progresser plus rapidement qu'en faisant face à des défis. Tu sais, des fois, il y a des défis qu'on choisit, il y a des défis qu'on choisit pas. Puis tu sais, j'en parle pas souvent sur le podcast, mais moi, mon papa, il est décédé il y a à peu près bientôt 4 ans. Puis ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, je dirais quasiment que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée, tu sais, puis il y a une nuance, là, c'est sûr que je préférerais avoir mon père avec moi aujourd'hui, mais d'une autre part, tu sais, on sait qu'on peut rien y faire, là, donc je regarde en avant, j'avance, puis ça m'a tellement appris. Alors, maintenant, j'ai compris qu'à travers les gros défis difficiles, il y a les plus grands apprentissages. Fait que là, le Ironman, c'était comme mon désir de revivre ça, là, tu sais, je veux dire... mon deuil est rendu à un stade où je vais vraiment bien, puis tout ça, puis tout, puis là, je suis prête à revivre quelque chose de difficile, que je choisis, qui va faire mal des fois, mais j'apprends déjà tellement, ça fait quelques mois seulement, tu sais, fait que je trippe, puis je le souhaite à tout le monde de trouver sa petite fibre pour ça, que ce soit dans le sport ou autre chose. Là, tu sais, moi, je parle du sport, Emma aussi, avec Cam, on en parle aussi. Tu sais, vous parlez de ça, moi, je pense juste à mon accouchement, parce que c'est parce que j'ai accouché mon fils naturellement, puis c'était vraiment... Ce que tu as dit, là, quand tu dis tu repousses ta limite, moi, je me souviens que je regardais mon fils puis j'étais genre, j'ai fait ça. C'est incroyable. What? Je pensais que j'allais mourir là, une demi-heure. Là, j'ai un enfant, je l'ai fait, il a poussé dans mon corps. Pour moi, c'est de la magie pure, là. Puis après ça, c'est resté là, un bon 5 ans à moi que j'étais genre, je vais tout faire, je m'en torche. J'arrive pas à croire que tu as eu un enfant il y a 5 ans. Oh, non, mon fils est en secondaire 1. Oh my God. Non, j'ai eu mon fils très jeune. Fait que là, c'était la Camille non responsable qui faisait un bébé. Mais qui comme, jeune, mais wow. J'ai 32 ans, là. Fait que, en tout cas, wow. Mais j'ai accouché à 19 ans. Puis quand je regarde les gens autour de moi qui ont cet âge-là, je suis comme, oh, hey, j'étais un bébé. L'autre fois, mon fils, il me regarde et dit, maman, moi, ça serait dans 6 ans. Tu sais, mais tout ça pour dire que j'étais jeune, j'avais pas encore un travail stable, un couple très instable. On s'est séparés il y avait 2 mois la première fois. Mais j'avais tellement de force, puis j'étais tellement bien dans cette période-là. Puis tout le monde qui me regarde aller est comme...
Mais Camille, ça devait être donc bien difficile. Tu sais, mes amis qui ont accouché, mettons, début trentaine, sont comme, comment t'as fait? Puis tu sais, mais pour moi, c'est la plus belle période de ma vie. Ouais. Mais c'était probablement la plus difficile. Fait que je vous écoute parler de la montagne, du décès de ton père, puis c'est un peu ça que je vis dans l'adversité. Quand tu dépasses ta limite, peu importe c'est quoi, tu te prouves à toi-même que tu peux, puis après ça, ben il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ah, vraiment? Mais de chercher à retrouver ce déséquilibre-là, moi, je le fais un peu des fois aussi. Fait que je comprends un peu que Est-ce que tu le fais aussi? Ah ouais, 100%. Puis, ben en fait... je vais vous parler après de quelque chose, mais juste pour revenir sur les femmes, là, dans le monde de l'ultra, là, dans l'endurance, là, les femmes sont tellement plus fortes que les hommes. Là. Excusez-moi, c'est vrai? Je peux pas le dire comme ça peut pas sortir comme ça de ma bouche. Non, c'est plus nuancé, OK? nuances. C'est plus nuancé, mais les femmes... Tu sais, mettons, les recherches sont sorties, là. Il y a plein de recherches qui le disent, mais évidemment avec des mots beaucoup plus nuancés que moi. Mais en fait, plus on va dans l'ultra, dans l'endurance, les femmes, comme l'espèce d'inégalité ou du moins le gap entre les performances des hommes et des femmes devient vraiment, vraiment plus serré parce que les femmes, biologiquement, génétiquement, ont une capacité à souffrir. À gérer la douleur beaucoup plus de façon supérieure aux hommes, en fait. Puis, tu sais, on réagit différemment à la chaleur, par exemple. En tout cas, on a vraiment beaucoup, beaucoup de force, capacité de rester hydraté, alors que les hommes vont se déshydrater plus rapidement. Mais le gap, quand tu rentres dans vraiment de la pure endurance, souffrance, les femmes se distinguent nettement des hommes. Fait que c'est vraiment... c'est intéressant. Est-ce que c'est comme les hormones? Parce que, tu sais, toutes nos hormones embarquent là, pendant, je pense, à un accouchement. Un mélange. Mais je sais pas si les mêmes hormones peuvent embarquer. Je sais pas, faudrait vraiment, ça serait vraiment intéressant tu sais, c'est comme les recherches que j'ai, je vous enverrai en fait une vidéo, peut-être que je pourrais vous envoyer le lien pour qu'on le garde peut-être dans la discussion du podcast, là. Puis les résultats de recherche, je les avais lus, mais moi, la seule affaire que j'ai retenue, c'est que, qui n'est pas scientifique, mais c'est que les femmes, on est vraiment plus fortes que ce qu'on pense. Oui, 100%. Non, tellement, tellement. Puis c'est vraiment un bel exemple que tu as donné, Cam, merci, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être moins sportifs, mais qui vont s'être vraiment vus en cet exemple-là. Puis une femme qui donne la vie, on lui dit après, on est comme, hey, t'as donné la vie, c'est fou. Même si elle va moins bien par la suite, on lui rappelle que ce qu'elle vient de faire, c'est un exploit. Ben, c'est ça. Puis pour moi, ça revient à que dans la vie, c'est le fun de se challenger, tu sais. Mais je pense que naturellement, tout le monde a comme un désir différent de faire face aux défis. Ben oui, parce que c'est pas tout le monde qui vit la maternité comme moi. Je veux dire, tu sais, il y en a qui voient ça comme un gros défi, challenge, tu sais, puis je veux pas invalider personne. Là, moi, j'ai eu de l'ocytocine à fond. Il y en a d'autres que c'est l'hormone du stress puis qui vivent un gros crash après, là. Tu sais, on peut pas choisir comment on processe les défis dans la vie, mais je pense que quand tu vois au-delà du défi puis que tu te regardes, là, puis que tu reconnais tout ce que tu as créé puis tout ce que tu as fait, ben là, tu peux accomplir un peu n'importe quoi, finalement. Ça m'amène juste à quelque chose on parle souvent, tu sais, du dépassement, à quel point c'est important de dépasser ses limites, ou, tu sais, on valorise beaucoup ça. Mais je pense que c'est aussi important de savoir, comme, s'écouter puis savoir quand c'est pas le moment de dépasser ses limites. Puis j'ai fait un apprentissage quand même vraiment important justement sur la montagne, sur Aconcagua. Puis dans le fond, histoire courte, je rêvais de courir en montagne. Ça, c'est quelque chose que j'ai accompli. Tu sais, faire des ultras. Je me sens vraiment à l'aise en montagne à courir, même seule, même la nuit, dans des conditions différentes. Là, à un moment donné, je voulais courir aussi en altitude, aller, tu sais, faire des plus hauts sommets, comme le Mont Blanc ou la plus haute montagne en Amérique qui est Aconcagua à presque 7000 mètres d'altitude. L'année dernière, je suis allée tenter cette expédition-là. C'était 1 mois et demi environ sur la montagne. Puis j'ai négligé de façon vraiment importante un aspect, c'était ma santé. Fait que moi, j'ai toujours dit que les limites qu'on s'impose, c'est celles qu'on se met à... Ben, c'est celles qu'on... Oui, c'est ça, exactement. Je suis même pas capable de le dire en ce moment. Puis... j'ai réalisé que dans le fond, il y a aussi d'autres limites, puis c'est des limites de notre santé ou des conditions autres qui arrivent dans notre vie. Tu sais, je sais pas, on perd notre emploi, situation familiale difficile, une séparation, un changement de domicile, peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre ou qu'est-ce qui arrive autour de nous. Faut pas le négliger, puis des fois, il faut comme s'écouter puis savoir changer un petit peu les objectifs.
puis être confortable avec le fait que ces objectifs-là, initialement, ils étaient peut-être pas... C'était peut-être pas ça, puis pour nous, ça, c'était comme le plan C, là. Mais finalement, le plan C, là, il est peut-être vraiment extraordinaire si on est capable de l'atteindre. Puis peut-être aussi qu'on peut aussi mettre pause sur les objectifs un instant, puis, tu sais, se recueillir, prendre soin de soi. Tu sais, cette année, mon seul objectif que j'avais, là, après Aconcagua, honnêtement, là, c'était ma santé. C'était reprendre le dessus sur ma santé. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que ça s'est vraiment bien passé. Puis c'est de l'anémie, là, au final. C'était pas très compliqué, là, de l'anémie. Tu prends du fer, je suis plus végétarienne, puis ça va, là. Mais sur la montagne, j'ai vraiment vécu une défaite quand même considérable, même si je suis allée à 6000 mètres d'altitude. J'ai monté plus haut que le Kili, j'ai dormi plus haut que le Kili. Ça allait... Dans les faits, c'est quand même assez exceptionnel, mais c'était pas du tout l'objectif de performance que je m'étais donné. Puis je suis vraiment venue découvrir à quel point on peut pas juste se mettre des défis puis penser que notre tête va leader notre corps puis qu'on est capable de tout réaliser. Tu sais, il y a des choses qu'il faut faire avant, puis il faut comprendre que des fois, on n'a pas le contrôle aussi. Puis après ça, c'est un peu un deuil, une déception, mais c'est ça, on apprend à se relever de ça puis de voir différemment un petit peu les performances sportives qu'on peut faire. Puis maintenant, quand je coach des filles ou que j'échange sur le sport ou sur autre chose, bien, j'essaie vraiment d'être plus dans la douceur puis dans la reconnaissance de pouvoir bouger puis réaliser des grandes choses. Puis une grande chose, ça peut être un 5 km. Puis ça peut être vraiment 2 km aussi, tu sais. Mais penses-tu que, parce que, tu sais, pour connaître plusieurs personnes qui font gros des longues distances, penses-tu qu'il faut se rendre là à un échec pour le réaliser ou il y a comme d'autres moyens? Tu dirais, pour des gens qui nous écoutent, qui sont dans leur grind en ce moment, là, puis qui sont comme, moi, je vais aller le faire, puis là, je vais pousser plus, puis qui sont vraiment dans ce mindset-là, parce que je pense qu'on l'a vécu tous les trois d'un moment donné, comme vouloir pousser plus, puis tout ça, puis de vivre, oh shit, finalement, soit j'ai vécu un échec ou quoi que ce soit, mais quand t'es là-dedans, y a-tu un wake-up call que... Bien, je pense qu'on vit tous des défaites à un moment ou à un autre. Puis, comme tu le disais, Chloé, tu sais, des défaites, bien, pas nécessairement des défaites. En fait, on vit tous des périodes difficiles dans notre vie. Oui. Puis, mais on peut en être vraiment reconnaissant aussi de ces périodes difficiles-là. Fait que je pense qu'effectivement, quand tu es dans la nouveauté du sport où tu es vraiment en mode go-getter, puis là, c'est beau, c'est la période d'innocence un petit peu, là, puis effectivement, tu sais, mais à un moment donné, il y a des choses qui arrivent, il y a des syndromes, il y a des blessures. Tout le monde a des blessures à un moment donné, là, tu sais, ça, c'est sûr. Puis là, ça remet en perspective le fait que, effectivement, tu sais, si tu veux réaliser tes objectifs, il faut peut-être que tu sois plus structuré, puis tu reconnais avec beaucoup plus de gratitude que quand tu es capable d'être entraîné, c'était vraiment formidable, tu sais, par exemple, parce que des fois, on peut plus du tout bouger, puis là, ça fait mal. C'est pas facile aussi. Fait que je pense que tout le monde a ses wake-up calls, mais j'ai l'impression qu'ils prennent des formes vraiment différentes pour tout le monde. Probablement. Mais vraiment, parce que, mettons, je sais que dans le sport, c'est connu que, ben, typiquement, c'est des personnalités de personnes qui se poussent un peu plus que la moyenne physiquement, tu sais, qui sont prêts à souffrir. Puis on l'entend souvent, là, ce que tu as expliqué, de, tu sais, nos limites, c'est des limites mentales. Puis là, le monde a un wake-up call, un peu comme toi, que ce soit comme un gros projet comme ce que toi, tu as vécu ou quelqu'un qui s'évanouit à la ligne d'arrivée parce qu'il s'est déshydraté. Tu sais, il peut avoir plein de petites affaires, mais c'est très propre à chacun, comme tu dis, parce que, mettons, moi, personnellement, je suis très dans la vie protocolaire, méthodique, disciplinée, puis tout ça, ce qui fait en sorte que je me pousse vraiment pas de cette façon-là. Puis encore une fois, je fais le comparatif, mettons, avec mon copain, parce que là, les deux, on se prépare pour le même objectif. Puis les deux, on partait de zéro, OK, au début de l'été, pour le triathlon dans toutes les disciplines. Puis moi, c'est comme j'ai commencé à courir des 2 km, des 3. Je pensais pas à mon pace. Mon chum, là, deuxième course, 21 km. Il a plus couru pendant 1 mois après. Il était blessé, là. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle parce que dès le départ, quand j'allais faire un parallèle tantôt en disant, mais là, je me suis dit, je vais pas dire ça, je juge trop rapidement. J'ai dit, je suis pas mal sûre qu'entre ton chum et toi, c'est ton chum qui va être blessé le premier. Il a déjà été blessé 3 fois, là, tu sais, je veux dire. Oh my God! Puis pour moi, ça, c'est un bon exemple de comme... C'est juste dans nos personnalités naturellement, tu sais, puis je pense même des fois, les gars sont peut-être un peu plus intenses sur le... Ils veulent juste tout courir le plus vite possible jusqu'à temps qu'ils soient plus capables, on dirait. Alors que moi, je suis comme, aujourd'hui, je me suis dit que je courais à temps, c'est ça que je vais respecter, puis tout ça. Fait que bref, il y en a un peu aussi une part dans notre personnalité parce que moi...
peut-être je me trompe, mais je penserais pas que je vais frapper un mur en entraînement de comme penser que je suis capable de plus que ce que je suis réellement capable parce que j'y vais tellement progressivement, tu sais. Mais c'est bien que tu le fasses comme ça, mais c'est drôle parce que j'ai ouvert beaucoup la discussion sur mes réseaux sociaux dans les derniers jours par rapport à... Parce que je reviens justement d'un genre de camp d'entraînement, si on peut dire, en Espagne, où est-ce qu'il y avait une communauté cycliste et coureuse très, très, très forte. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir à qu'est-ce qu'on avait ici au Québec en termes de notre communauté, plus au niveau des femmes, OK? Je veux pas parler pour les hommes. Puis je réalisais à quel point... des clubs sociaux, inclusifs, accessibles à tous, social, où est-ce que les filles, on se repousse pas trop parce qu'on sait qu'on reste dans nos zones confortables, puis on va prendre un petit café par après, puis on est bien. Ça nous rassure. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de femmes qui adhèrent à ça. Puis ça, c'est bien. Il y a quelque chose qui manque, par contre, énormément de ça. Puis c'est bien là, que tu y ailles tranquillement, mais je pense que c'est important pour devenir meilleur, de s'en mettre un petit peu des challenges puis se mettre dans des zones de confort, dans des zones d'inconfort, en fait. Fait que ce que je veux vraiment plus créer puis amener à la communauté, puis la façon concrète, rester à l'affût, comment ça va se matérialiser. Mais c'est vraiment de nous donner l'opportunité d'être dans des endroits, dans des environnements safe. On se sent... c'est même plus une question, est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est pas accessible? For sure, ça fait partie de nos valeurs core. Mais par contre, c'est un environnement où est-ce qu'on est là pour aussi pousser la machine, autant que les gars qui poussent leur machine de leur côté puis qui se posent pas la question, eux, s'ils vont y arriver ou pas, finir ou pas. T'sais. À un moment donné, arrêtons d'être conservatrices puis rester dans nos zones de confort en ne pas dérangeant, en ayant peur de ne pas y arriver puis finalement en ne pas prenant prendre les initiatives qu'on pourrait prendre. Puis j'ai envie qu'on s'élève un petit peu tout ensemble là, à risquer, à échanger, c'est même pas une question là, que ça va être difficile pour tout le monde. Of course, ça va être difficile pour tout le monde, mais comme justement, on va le faire tout ensemble. Mais comment concrètement ça se réalisait, ça, mettons en Espagne, puis tout ça? Tu sais, qu'est-ce que les autres faisaient pour se mettre dans ces situations-là? Bien, premièrement, c'est vraiment comme un hub. Dans le fond, là, je parle plus de Gérone en particulier. Puis la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai pu le découvrir, c'est parce que j'avais une course à Majorque. J'avais un 100 miles à Majorque, ma plus longue course à vie. Puis en raison des inondations en Espagne, ça a été annulé, cette course-là. Super déçue. Tout le monde était comme « Ah, trop triste ». J'étais comme « Je suis triste », mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver pour le mieux. Et là, je suis arrivée à Gérone. Puis là, vu que j'avais les jambes toutes fraîches de ne pas avoir fait ma course, j'ai pu prendre part à toutes les initiatives à gauche, à droite de sportifs qu'il y avait à Gérone. Et là, j'ai pu comme faire mon genre d'étude de marché, de voir genre, my God, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce hub? Fait que comment ça se passe? C'est que premièrement, beaucoup de cyclistes professionnels y sont. Beaucoup de coureurs aussi sont, des triathlètes. Mais c'est tout, ils courent tous ensemble. Fait que tu sors de chez toi, puis tu vas faire ta social run, mais pendant la social run, je vous dis, j'ai battu mon personal best sur 5 km. Là. Fait que leur petite course du mardi, ben moi, c'est ma plus rapide course à vie. Là. OK. Genre sur 5 km. Mais, puis, il y a comme pas de question. Il y a personne qui se pose la question, je vais-tu être capable de suivre ou pas? C'est comme juste, tu fais ton 2 à 3 km de warm-up avec eux. Ça, on parle de course, là, mais je pense qu'en vélo, c'est un petit peu similaire. Mais tu fais ton 2 à 3 km de course avec le groupe, tous ensemble, qui déjà a un bon pace, ça réchauffe quand même déjà bien. Puis après ça, tout le monde part sur une track ou sur l'ascension de la montagne, dépendamment c'est quoi le type d'entraînement qui est donné à ce moment-là. Tu suis un peu ton entraînement, tu es un peu laissé à toi-même, mais en même temps, si tu veux faire une structure, il y en a une, puis le leader de la course, il dit tu suis ce chemin-là tout droit pendant tout le temps, puis on se rejoint dans 45 minutes, puis voilà, tu pourrais faire 3 fois 1 km, 500 mètres de repos au pace, à ton pace 10 km, mettons. Fait que là, il donne comme une structure pour nous aider à s'entraîner. Puis là, tout le monde part, puis là, tu vois tout le monde autour de toi qui va réaliser leur plus gros effort, puis qui revient, cool down ensemble, puis après ça, c'est café. Puis là, demain, c'est quoi ta raid que tu vas faire? OK, mais cet après-midi, moi, j'ai tel entraînement. OK, parfait, à tel autre... Puis là, finalement, ça fait une espèce de mouvement communautaire de
je veux rentrer tel training, j'ai tel objectif. OK, moi aussi. Puis on se retrouve le soir autour d'une soupe, puis on se prépare pour l'entraînement du lendemain. Puis je sais pas comment expliquer. Mais les gens vivent ensemble, on dirait que je l'actualise pas. Non, mettons, tu vis là-bas, c'est le quartier comme ça, un peu. La ville est minuscule, OK? Fait que tu sors de chez toi, puis il y a tous les cafés cyclistes à côté. Fait que tout le monde se rejoint. Genre, là, je me suis faite comme une gang d'amis de filles, là, puis on s'écrivait... OK, demain matin, qui va rouler? Moi, j'ai 50 minutes sur le trainer plus 3 heures de si. OK, parfait. Moi aussi, je vais te rejoindre à tel endroit pour telle heure. On va faire notre entraînement ensemble. Faut que je sois revenue pour 1 heure parce que là, je commence à travailler. Il était en décalage horaire, par exemple. Fait que là, commençait leur journée de travail à 13 heures. Boum, c'est parti comme ça. Tu as vécu l'expérience d'une petite ville qui est une communauté parce qu'il y a beaucoup d'athlètes. C'est tous des gens internationaux aussi qui vont là pour s'entraîner. Puis pour aussi, Wow. Parce que tu as accès à la montagne vraiment proche. Dans le fond, tu sors de chez toi. Puis, tu sais, le premier matin que je suis arrivée, je voulais aller courir. J'ai ouvert Strava. J'ai regardé un petit peu autour. J'ai tourné vers la gauche en me disant ça me va bien m'amener quelque part. Puis, j'ai commencé à monter une montagne pendant 10 km, là, tu sais. Puis, je suis revenue. Puis, j'étais genre, wow, incroyable. Puis là, en même temps, j'ai croisé toutes les équipes de cyclistes. Puis là, je me suis mise à aller faire du vélo avec eux. Puis là, le lendemain, c'est une gang de filles que... Là, ils faisaient une social run, puis là, finalement, ça a viré que c'était plus des social runs. On est allé faire un ultra-marathon le samedi ensemble. Ben voyons donc! Ouais. Fait que, tu sais, pour dire, c'est ils ont comme... du fun avec ça, mais ils travaillent... Ça fait partie du mode de vie de faire du sport. Puis il y a personne qui a peur, aucune femme qui a peur d'aller courir avec les gars, puis de les challenger aussi. Ils ont toute leur place. C'est vraiment... Fait que t'as comme envie de ramener ça ici. Puis, ben justement, je pense que ça nous amène bien à parler du 6am Club. Puis de qu'est-ce qui découle de tout ça. Parce que tantôt aussi, on parlait de l'importance dans le sport de, tu sais, savoir s'arrêter, se poser, faire attention. Puis je crois que la discussion est de plus en plus ouverte dans notre société en ce moment grâce à des communautés. Puis j'écoutais ton passage sur le podcast Day to Day, je l'écoutais hier. Et c'est ça que tu disais, là, que tu sais, le 6am, pour certains, c'est le moment dans la semaine qui court le plus vite. Puis pour d'autres, c'est le moment dans la semaine qui prennent un repos. Exact. Mais pour chacun d'entre eux, c'est important de l'avoir ça dans leur routine. Tu sais, fait que veux-tu nous parler un peu de brièvement la vision du 6am, puis ça s'en va où? Oui, ben en fait, le 6am, c'est venu, c'est Will qui a fondé ça. Là. Honnêtement, Will, c'est une personne, c'était pas un coureur, c'est une personne qui court, mais il se qualifiait pas de coureur. Moi, je veux dire que c'est un coureur quand même. Puis à un moment donné, il a comme voulu partir un matin, un peu après la pandémie, une communauté de course à Blainville, tu sais, où est-ce qu'il habitait. Donc, c'était comme... c'est quelques coureurs qui se rassemblent ensemble le matin. Puis là, le dimanche, il a écrit ça va s'appeler le 6am, let's go. Mais là, après la première communauté, Blainville, la deuxième a vu le jour. Tout le monde a voulu, tout le réseau de William le solliciter pour dire hey, moi aussi, je veux faire un 6am club. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à créer des petits bébés, le 6am. La formule est vraiment simple avec le 6am, c'est tu te présentes à un endroit, à un café donné, puis tu vas courir 5 à 6 km à un pace social. Donc, un pace où est-ce que tu es capable de parler normalement avec les gens autour de toi. Donc, on est entre 6,15 6,45 minutes par kilomètre. Des fois, il y a des trajets où est-ce que ça va un peu plus vite, un peu plus lent, dépendamment. Des fois, il y a du dénivelé ou pas. Mais de façon générale, on reste vraiment à l'écoute des coureurs. Puis, on se retrouve après le café. Il est 6h45. Après la course, on se retrouve au café. On prend un petit café, on échange avec les gens. Puis après ça, 7h, on est de retour à la maison. Puis on commence notre journée de travail. On prend notre douche, puis c'est parti comme ça. Mais ça a créé des connexions absolument... je sais pas comment dire, là, ça a un effet un peu de rayonnement qui prend des formes qu'on n'aurait jamais pu envisager, en fait, parce que quand tu commences à connaître la formule du 6am Club, ça change tes journées, tu sais, ça change ton mode de vie aussi. Tu cours une première fois avec le 6am, tu sais, tout le monde nous dit, mon Dieu, à 6 h le matin, tu es en train de courir, ça n'a aucun sens. Puis je suis vraiment d'accord parce que je n'étais pas du tout matinale avant, OK? Puis moi, ça me prenait tout pour me réveiller à 8 h, je snoozais, j'avais de la misère. Pourtant, j'étais une personne, je travaillais fort quand même, mais vraiment pas matinale. Puis
avec le CXM, c'est devenu comme partie de mon DNA que j'avais hâte d'aller courir avec les gens, j'avais hâte d'aller voir mes amis. Je faisais mon réseautage, création de contenu, réseaux sociaux, premier entraînement, puis doux réveil, café un matin de course, là, tu sais. Fait que éventuellement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde, une fois qu'il connaît, souhaite adhérer. Puis c'est très, très inclusif et accessible à tous. Donc, tout le monde vient courir avec nous, puis ils sentent qu'ils font partie du CXM Club. On dit club, mais on se considère vraiment plus comme une communauté de course au final. Fait que c'est comme même pas une question à savoir si tu peux en faire partie ou pas, là, genre. Welcome to everybody, là. Vraiment, vraiment. Ben, tu le décris bien, puis pour l'avoir vécu, Ben oui. c'est exactement ça. Puis là, moi, ça fait comme 1 mois que j'y vais. Ah, c'est Ouais. vrai? Oui. Ah, cool! Ouais, dans le fond, je suis allée une première fois avec Cam. Ouais. À Sherbrooke, on en a comme 2. On a le 6e Club à Sherbrooke qui Ouais. se rejoint au Géogène qui est à Fleurimont pour les gens qui écoutent qui sont à Sherbrooke. Puis il y en a un à Magog qui se rejoint au Géogène de la rue principale. OK. Moi, dans la vie, j'habite plus proche de Magog. Fait qu'une fois, je suis allée à Sherbrooke avec Cam. Oui, pour être proche de chez nous. Parce qu'elle Ah. habite proche de là, mais tu sais, elle a quand même un enfant, puis tout Oui. ça, un quotidien occupé. Fait que des fois, ça le fait moins. Ben, en fait, c'est que James, peut-être que je vais le convaincre un moment donné. C'est parce que James il court 2 matins semaine, aussi le mardi puis le jeudi avec l'école. Fait que là, un 3e matin, il était comme, oh là, mom, puis il fait du judo en soirée. Fait que j'étais comme, là, je vais pas le pousser un peu plus. Mais bref, une semaine sur 2, j'ai l'opportunité d'y aller, là. Ah, c'est bien le fun. Ouais, c'est cool. Puis là, moi, dans ce cas-là, vu que j'allais pas faire la route jusqu'à Sherbrooke, j'ai commencé à aller à celui de Magog, puis j'aime, fait que ça fait 1 mois, puis j'aime tellement ça, là, je trouve ça trop, trop cool. Le concept, c'est exactement comme tu l'as décrit. Ouais. On Ben, jase, c'est on prend un vraiment petit ça. café. C'est Mais tellement c'est malade, simple. là. Mais Puis il est c'est quoi la 7h30. magie, là? Ben, je Tu sais, dans le pense sens que c'est la magie où- de se lever à 6h. Moi, j'ai toujours Ouais. dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais c'est vrai, je pense que tu as raison parce que, tu sais, dans le fond, tout le monde se réveille. Puis, parce que moi, j'ai reçu les stories du 6e Club, OK? Tu sais, tout le monde qui tag le 6e Club, Tu les je les vois. reçois sur mon Instagram. Puis, c'est rendu rare quand même. Avant, comme je vous dis, j'étais pas du tout matinale. Mais maintenant, c'est rendu rare que je me lève pas pour courir ou pour faire un entraînement ou pour rentrer comme vraiment beaucoup de travail tôt le matin, OK? Fait que je l'ai fait volontairement cette semaine de tenter de me réveiller tard pour essayer de récupérer. Puis je me suis réveillée, puis là, je voyais les stories des gens à 7 heures, puis tout ça, puis j'étais comme, eux, là, ils ont tout vécu, là, ce matin-là. Ils ont fait leur entraînement, ils ont connecté avec des gens, t'entretiens ton réseau professionnel. Moi, d'un point de vue Vraiment. professionnel, là, c'est les plus beaux contacts que j'ai faits, c'est au 6e Club, parce que les gens qui sont en train de s'entraîner à 6 heures le matin, généralement, c'est des gens que tu as envie d'avoir dans ton réseau, parce qu'ils ont aussi une business, ils travaillent très, très fort, tu sais. Ah, mon ventre qui gargouille. On m'entend pas, c'est genre mon entraînement, je sais pas, là. Mais, fait que c'est ça. Puis, mais il y a aussi, je pense que c'est le volet social de partager. Puis, il y a personne qui est en mode compétition. Tu sais, quand on parlait de la course, là, puis qu'on se disait, tu sais, tu cours, puis à chaque fois que tu vas courir, tu veux faire toujours meilleur. Mais là, c'est le fun d'être dans un espace un peu contrôlé. Tu sais que tu n'as pas à pousser. Tu fais juste te laisser aller dans le train, là. Pas plus d'efforts. Le seul effort que tu as besoin de faire, c'est de te présenter. Te réveiller, te présenter. Après ça, on s'occupe de tout. Mais, tu sais, il n'y a pas grand-chose à s'occuper, là. Tout le monde Mais non. c'est ça. Fait que... Tu cours. Ouais, exact. Super à courir. Mais on adore le concept du 6e, puis bien hâte de voir qu'est-ce qui va en découler. Je crois que vous êtes même rendu à près de 100 communautés. Ah ouais, définitivement. Mais je pense qu'on va bientôt approcher 150. 150? Ouais, je pense que Oh, wow. l'année prochaine, on va être à 150 minimum. Ouais. Hey, c'est fou. Mais là, Ouais. comment dans la vie ça prend de ton temps, le 6e Club, puis le temps à Will? Ben, c'est une implication, je dirais, bénévole, là, C'est ça. je dirais, mais c'est sûr que ça prend énormément de notre temps. Puis ce qu'on tente de faire en ce moment, là, on est en train on est une entreprise quand même encore, là, le 6e, c'est une Inc. C'est ça, j'allais demander. C'est quoi la ouais. formule, tout ça? Bien là, notre plus grand défi, là, c'est supporter notre croissance, en fait, justement. Parce que, tu sais, avant, c'était une chose, mais là, maintenant, dites-vous, 150 communautés, c'est 300 ambassadeurs, c'est 300 employés bénévoles ou, tu sais, des gens qu'on veut gérer. Il y a des changements de communauté et tout. Donc, on a la chance d'avoir Laurence aussi qui collabore avec nous, là, qui est une personne incroyable. C'est l'ambassadrice aussi à Trois-Rivières. Personne
incroyables qui nous aident beaucoup. Mais on est incubé aussi avec le camp en ce moment pour nous aider un peu à nous structurer, pour développer la plateforme plus numérique et digitale du CXCM pour que ce soit vraiment plus facile de gérer les communautés, gérer les ambassadeurs et pour offrir aussi de la visibilité à nos partenaires lorsqu'ils collaborent avec nous. Parce que notre plus grand défi en ce moment, c'est que, admettons qu'on veut on veut supporter l'embauche d'un employé, par exemple, mais on ne va jamais faire payer à un coureur l'accès à la communauté de course. Le coureur ne paiera jamais avec le CXCM Club. Par contre, pour supporter une croissance puis pour que le coureur ait une belle expérience, on a besoin de partenaires. Et les partenaires, eux, ce qui est important pour eux, c'est ils aimeraient ça savoir qui a participé à la course. Est-ce qu'on peut, nous, avec le CXCM, avoir une infolette à laquelle on communique avec les coureurs? Donc, pour ça, on a besoin de se faire un peu comme un mind body, quand tu login à ta plateforme de yoga et tout ça, ou d'autres cours en ligne. On a besoin de se créer une petite plateforme, puis on veut que ce soit numérique, que tu aies ta map, puis tu puisses dire, OK, là, je suis à Sherbrooke, parfait, c'est là, je m'en vais courir là demain matin, je login et j'ai accès aux autres coureurs. Je peux leur dire, hey, salut, on se voit demain matin, tu sais. Fait qu'on travaille là-dessus, puis on est dépendant de partenaires, définitivement. Ouais. Mais c'est sûr qu'on dirait que là, tu as commencé à parler de ça, puis j'étais comme, mais quel temps ils mettent? Tu sais, ça se fait un peu tout seul, mais non, parce que si vous avez une rigueur puis que tout est respecté dans les CXCM, il faut que vous mettiez du temps pour inculquer un peu votre culture, finalement. Ouais. Mais on est vraiment chanceux parce que tous les ambassadeurs qui reach out à nous, qu'ils ne soient pas ambassadeurs, là, en fait, normalement, ils ne le sont pas, puis ils nous écrivent, puis ils disent, on veut créer une communauté, partagent déjà à 100% nos valeurs. Donc, on est vraiment chanceux. La qualité des gens qui nous écrivent puis qui veulent devenir ambassadeurs, nous, on n'a jamais demandé à qui que ce soit d'être ambassadeur. Là. C'est ça, c'est juste... juste... les gens qui veulent ouvrir des communautés. Ils se sont déjà interpellés par votre façon de faire les choses, donc... exact. Ça, c'est vraiment une belle chose. Puis sinon, ton quotidien, tout de même, ça ressemble à quoi? Là? Si tu nous expliques, parce qu'avec tes entraînements, puis tu peux même nous parler peut-être un peu de ton cycle, là, s'il y en a un, mettons, là, c'est l'hiver qui arrive, ça change quelque chose pour tes courses? T'en es où? OK. Bien, moi, j'aime m'entraîner, peu importe où on est, puis dans l'année. Donc, je vais m'entraîner un peu. J'essaie d'avoir des off-season puis des choses comme ça, mais ça fonctionne pas toujours, je dirais. C'est un peu mon défi. Fait que je m'entraîne un petit peu toujours de la même façon. Mon day-to-day, c'est... Je vais me réveiller. J'ai souvent 2 entraînements par jour, je dirais, de course. Des fois, des faciles. Tu sais, j'en ai beaucoup, là, que c'est vraiment du easy peasy. Mais je vais souvent me réveiller le matin, aller directement courir en me réveillant, que ce soit avec le CXCM ou avec une amie ou solo, rentrer à un entraînement comme plus structuré. Après ça, je vais commencer ma journée de travail. Je vais travailler quand même de façon, tu sais, intense, là, jusqu'à temps, je vais rentrer les meetings, je vais parler avec mon équipe. Sur l'heure du dîner, si j'ai des rendez-vous, des meetings plus personnels, la création de contenu aussi sur les réseaux sociaux, c'est là que je vais en faire. Je poste pas toujours en temps réel. En fait, je poste rarement en temps réel. Fait que quand des fois, je poste une story en train de courir, ben il est peut-être 10h30, mais c'est peut-être parce que c'était ma pause entre mes 2 meetings que j'ai fait ma story. Puis après ça, je recommence à travailler. Puis c'est ça, les soirs, là, je réserve du temps vraiment pour mon travail plus comme personnel. Puis un deuxième entraînement, généralement. Fait que c'est là où est-ce que... j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi d'être un peu toujours en mode travail, entraînement, création, mais parce que c'est mes passions. Genre, je mange de ça. Là, ben, c'est sûr. Mais tu sais, même quand tu as une famille, à un moment donné, ça peut faire partie du beat familial. C'est juste que tu le fais différemment. Ouais. Je pense que ton temps, il serait probablement mis là-dedans, mais t'intégrerais la... Tu sais, le sport, c'est tellement quelque chose, je pense, d'intrinsèque quand tu l'as d'inculquer dans ta routine que malgré le fait que tu as des enfants ou quoi que ce soit, je pense que c'est un besoin à un moment donné. Mais ça changerait différemment certainement certaines routines. Là. Mais j'ai plein d'amis qui venaient courir avec leurs poussettes au CXCM aussi, tu sais, puis ben c'est ça, tu sais, je pense que c'est une question de communication aussi avec notre partenaire de gestion des attentes et tout. Mais ouais, mon horaire, il change beaucoup de jour en jour, mais je dirais vraiment le matin, je vais aller courir, des fois le midi aussi, je vais aller courir, le soir, événement, tu sais, admettons, de réseautage avec les femmes d'affaires ou tu sais, quelque chose comme ça. Puis des fois, je vais prendre un moment puis je vais faire un podcast avec vous dans mes heures de travail, mais tu sais,
je me suis réveillée vraiment très tôt, j'ai travaillé à ce moment-là, puis je vais rattraper ce soir, par exemple, tu sais. Puis, y a-t-il une raison pour laquelle ta vie professionnelle, tu la partages pas beaucoup sur les réseaux sociaux? Ouais. Parce qu'en m'en venant, c'est ça, je me demandais, j'étais comme, on la voit pas vraiment C'est travailler, tu sais. Puis elle a l'air d'être capable de se rendre disponible un peu dans le jour. Ouais. Fait que c'est quoi la structure Ouais. à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que je dirige mon département au niveau des affaires juridiques, donc je suis capable d'avoir un petit peu de flexibilité quand même. Mais c'est sûr que aussi, j'impose. Je veux pas que ça se ressente au sein de l'organisation quand je suis pas disponible de jour, par exemple. Fait que ça, c'est quand même exceptionnel quand je le fais de jour d'être totalement indisponible. Puis mon milieu professionnel, j'aimerais ça peut-être le partager un peu plus, mais reste que, tu sais, je travaille quand même dans la conformité des affaires juridiques d'un fonds d'investissement, là. Fait que beaucoup de choses qui sont très, très confidentielles. Puis en cas de doute, je préfère être silencieuse. Par contre, j'aimerais ça peut-être être plus transparente, mais je me considère pas comme une influenceuse puis une créatrice de contenu à temps plein. Donc, je pense que, je sais pas, si vous avez des conseils à me donner pour que je sois plus capable de le partager, ça me fait vraiment plaisir, mais j'ai de la misère à le faire. Mais j'avoue que c'est difficile dans le contexte où tu peux pas tout dire. Non, c'est comme s'il fallait que tu dises à ta communauté, hey, aujourd'hui, je travaille sur un gros dossier, mais je le garde pour moi. Non, c'est ça. C'est vraiment malade. C'est moi, je pose la question parce que ça m'intéresse, mais ça veut pas dire que je pense que tu devrais le faire. C'est ça. Je crois, moi, que sur les réseaux sociaux, les gens se créent leur personnage. Puis Emma, c'est une sportive, une athlète d'endurance, cofondatrice du 6am. On sait que tu es une professionnelle. Mais ça, on n'y a pas accès, puis je trouve que c'est correct aussi. Tu sais, je crois que sur les réseaux sociaux, c'est important de partager vraiment, un, ce que tu as envie, puis deux, comme de partager quelque chose que tu vas être capable de toujours partager, tu sais, surtout dans l'optique de vouloir créer un branding, tu sais, qui va pouvoir perdurer dans le temps, qui peut t'apporter des opportunités, tu sais. Fait que moi, je trouve ça bien correct. Mais c'est vraiment bon que tu me le dises parce que, par contre, je me suis vraiment posé la question parce que l'année dernière, je trouvais que mon branding, genre sur les réseaux sociaux, c'était vraiment comme l'aventure, la course à pied, puis j'osais même pas me mettre en habit comme pas de sport sur mes réseaux sociaux. Tu sais, genre, mettons, on est parti en voyage, mon copain et moi, à Londres, puis, tu sais, on est allé faire des bons restaurants, on a pris du vin, puis tout ça, puis à chaque fois que, mettons, je postais, ben les gens, mettons, mon copain postait sur les réseaux avec moi avec un verre, on dirait que j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que je peux partager ça sur les réseaux? Est-ce que ça fit pas, puis j'ai engagé une fille pour qu'elle m'aide à me brander personnellement, mais pas que je voulais qu'elle me brande personnellement, mais je voulais être capable d'être plus transparente sur la personne que je suis réellement sur les réseaux sociaux, que ce soit celle que, tu sais, vous, quand vous regardez ma page, vous soyez genre, ah, OK, mais oui, Emma elle est professionnelle, elle fait ci, elle fait ça, que ce soit pas juste aventure sport. Fait que c'est un travail comme en continu que je fais pour essayer d'être le plus transparente possible parce que, mais sans ouvrir tous mes livres non plus, évidemment, là, tu sais, mais que ce soit plus tous les aspects de ma personne qui soient reflétés sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un art quand même, c'est vraiment pas facile. Non, puis je crois aussi, c'est une très bonne réflexion, puis selon moi, c'est propre à chacun, puis ça dépend de ta personnalité, il faut savoir s'écouter, puis choisir qu'est-ce que tu as envie de partager, puis aussi, il y a différents types de personnes qui te suivent pour différentes raisons. Tu sais, moi, quand je te suis, je vois, oui, surtout l'athlète, mais je sais que c'est une femme d'affaires, fait que je t'ai interpellée. Il y a peut-être quelqu'un qui te suit juste pour le sport, puis qui voit zéro que tu es aussi une femme d'affaires parce que cette personne-là, c'est vraiment le sport qui l'interpelle, tu sais. Puis c'est correct, mais faut juste être à l'aise avec ce qu'on publie. Puis ça me fait penser un peu à Andréane Marquis, tu sais, qui est venue sur le podcast il y a quelques semaines, puis qui nous disait que, tu sais, elle se sent authentique sur les réseaux sociaux, mais elle sent tout de même que ce qu'on voit d'Andréane sur Instagram, c'est pas nécessairement la Andréane du quotidien, tu sais, puis je veux pas déformuler sa manière de l'expliquer. Mais j'ai écouté le podcast hier, c'est tellement drôle, puis c'est... Tu voyais un peu ce qu'elle disait. C'est correct, vraiment. Je trouve. Mais en même temps, j'ai pas envie de vendre du rêve. Genre, sérieusement, c'est ça qui m'énerve, là. Tu sais, j'ai pas envie... Tu sais, parce que des fois, là, les gens qui me connaissent pas me disent « Mon Dieu, toi, tu travailles pas, tu fais juste courir. » Puis je suis comme « Ah non, c'est tellement pas ça que je fais. » Tu sais, si tu passes... une semaine en temps réel avec moi, là, ou 2 semaines, là, tu vas dire, oh my God, elle travaille tout le temps, cette fille-là. Là. Mais c'est pour ça que je suis comme, c'est pas réaliste que je partage, mais en même temps, à quel point j'ai envie de partager ma vie de travail
je suis comme, qui va vouloir voir que je me suis login à 5 heures? Mais puis toi, ça tente puis en plus, ça crée de la pression à tout le monde, je trouve, là, genre. Mais mettons, là, la personne que tu as engagée, c'est qui? Puis, t'as-tu donné des trucs jusqu'à maintenant? Parce que je me reconnais quand même beaucoup là-dedans. Ben, podcast, salon de coiffure, vie de famille. Ah, ben, je vous la référer. Elle s'appelle Stéphanie Martel. Stéphanie, je suis vraiment désolée. Mais elle est vraiment hot. Honnêtement, elle m'a donné, honnêtement, des outils graphiques. Okay. C'est ça, son mandat initial, des outils graphiques. Mais elle m'a fait plonger dans ma personne, OK? Littéralement pour dire, OK, Emma, toi, tu te définis comme ça, comme ça, comme ça. Puis ce que tu as envie de dégager, c'est une image réelle de ce que tu es sur tous ces aspects-là. Comment est-ce qu'on peut y arriver tranquillement? Puis là, elle m'a donné des guidelines, genre, mettons, quand j'écris dans mon journal, de peut-être le mettre. Si je réussis mes examens de chef de la conformité auprès de l'autorité du marché financier, de l'indiquer. Quand je fais des événements avec mon groupe de gens d'affaires, de commencer à le partager. Genre, d'être plus transparente, de laisser plus voir mon petit bubbliness que j'ai, des fois, je ne mets pas parce que mon contenu est trop léché. Fait qu'elle m'a dit, tes selfies, là, lettres, là, mets-les un petit peu plus sur tes réseaux parce que... on veut entendre un petit peu plus ta voix. Ou, tu sais, n'hésite pas à te mettre même cutie sur les réseaux. Tu peux le faire. Moi, j'avais comme... C'est drôle, j'avais un sentiment d'imposteur si je me mettais belle sur les réseaux parce que je me disais, ben pas belle, mais tu sais, arrangée. J'étais comme, non, je suis une aventurière, je peux pas, là. Mais je suis pas juste une aventurière, tu sais. Moi, je le vis au contraire. Je peux pas être démaquillée, les cheveux laids, je suis coiffeuse. Mais tu sais, je suis dans ma vie de famille ou en train d'éditer un podcast, je peux pas me montrer comme ça. Fait que, tu sais, on a toute notre propre image mentale qu'il faut déconstruire pour que ça soit plus réaliste. Mais j'aime ça ce que tu dis en douceur. J'essaie de le faire, genre, d'y penser puis de faire des efforts concret pour être... Mais, tu sais, encore là, c'est pas une question d'avoir l'air de... C'est juste que j'ai envie que l'image qu'on ait sur les réseaux sociaux, ce soit plus la réalité puis que ce soit plus fidèle à ce que je suis réellement. Parce que des fois, ma mère, elle me dit « Ah, Emmanuelle, t'es vraiment chanceuse, tu travailles vraiment pas beaucoup. » Je suis comme... Ta mère! Maman? Mais des fois, elle me dit ça, tu sais, je suis comme, voyons, maman, t'es la première qui sait à quel point... Mais elle aussi, là, elle est rendue sur les réseaux puis elle se fait avoir. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire par rapport à ça, bien, premièrement, je pense que t'es très authentique sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, pour te rencontrer maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est ce que tu dégages en ligne aussi, ça peut te rassurer. Mais faut pas oublier aussi là, que les réseaux sociaux, c'est de la fiction. Et je pense que les utilisateurs ont le devoir d'en être conscients aussi. C'est vrai. Fait qu'il faut pas oublier que tu utilises la plateforme que tu crées comme tu en as envie. Tu sais, puis si tu souhaites montrer plus ton quotidien, tant mieux, ça peut vraiment être cool. Mais le consommateur, là, c'est aussi sa responsabilité de comprendre que c'est normal que tu montres pas tout. Tu sais, ça... Puis je pense que c'est important d'en parler un petit peu aussi, là, parce que c'est pas juste le devoir du créateur de contenu, là. Mais ça, d'ailleurs, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur le podcast d'Andréane, comment t'en as glissé un mot à un moment donné, t'as dit, tu sais, moi, je consomme les réseaux sociaux. Il y a plusieurs façons de consommer les réseaux sociaux, mais tu penses que tu as une relation saine avec les réseaux sociaux, que quand tu consommes quelque chose, c'est parce que cette personne-là t'inspire, puis tu vas en chercher le plus de positif. Bien, je pense que c'est vraiment important. C'est pas tout le monde qui a cette relation-là avec les réseaux, mais moi, c'est ça aussi. Sérieusement, je pense que j'ai jamais eu la pensée dans la dernière année d'une personne sur les réseaux que je suivais, que j'étais comme « Oh my God, j'aime pas la suivre » ou des pensées négatives par rapport à cette personne-là. Au contraire, à chaque fois que je vois des gens qui font des choses, ben si ça m'inspire pas, c'est parce que je le suis pas. Là, mais c'est ça. Mais ça m'inspire à être meilleure, ça m'inspire à réfléchir différemment, à échanger avec les gens, à me donner des sources d'idées, à engager. Je sais pas, j'ai juste l'impression, moi, que j'en retire que du positif, quitte à, des fois, être un peu sur mon ciel, effectivement. Tu sais, ça, c'est vrai. Mais sinon, là, je scrolle jamais pendant 50 heures, là, tu sais, mais j'aime ça, m'inspirer d'autres personnes que je trouve plus hautes que moi, tu sais, c'est ça. Puis les filles, tout le monde est plus haute que soi sur plein de volets différents. Oui. Fait qu'il y a juste l'inspiration, genre. Oui. Je suis bien d'accord avec toi, puis je pense que c'est un rabbit hole, le monde des réseaux sociaux, mais c'est super intéressant d'en parler, puis je trouve ça le fun d'avoir la chance de recevoir des personnes comme toi, comme Andréane, qui, tu sais, qui sont à l'aise d'en discuter, justement, puis qui sont des femmes authentiques là, sur les plateformes. Vraiment, c'est ce que tu dégages. Fait que... C'est gentil, les filles. Mais vous aussi, hein, en passant, je l'ai dit à Chloé, là, mais ça fait vraiment longtemps que... moi, je suis fan de podcasts, là, pour vrai, mais c'est très rare que je vois des femmes qui sont autant... votre contenu est tellement
parfait, honnêtement. Là. J'aimais pas les mots, là, mais vous êtes business, vous êtes vraiment wise, vous êtes chaleureuse, engagée, engageante. C'est comme un podcast incroyable. Fait que je voulais vous le dire parce que si vous m'aviez pas écrit, je vous aurais écrit à un moment donné pour vous dire « Wow, les filles, bravo pour ce que vous faites. » C'est pas pour passer, là, genre, j'aurais jamais espéré passer sur votre podcast, mais je vous trouve vraiment, vraiment hot. Merci. Vraiment, merci. vraiment. Ça fait tellement chaud au cœur. On est tellement imposteurs, on est genre, ben voyons. Ouais, non, à chaque fois c'est qu'on un est invité, contenu, nous dit ça, on est comme... Mais merci. Ouais. Ça, le contenu que vous créez est exceptionnel. Les invités, comment vous vous engagez avec eux. Puis vos paroles sont vraiment pleines de sagesse et de profondeur. Fait que vraiment, vraiment hot. Merci. Ben, c'est très gentil. On est heureuse de l'entendre. Oui. Puis, je pense que ça conclut bien la discussion. Oui, c'est ça. On va conclure là-dessus. Sur cette belle note. Non, mais sérieusement, on est un peu à court de temps, donc on va s'arrêter ici. parfait. Mais c'était vraiment chouette de te recevoir aujourd'hui. T'es une très belle personne, puis je pense que les auditeurs seront curieux aussi d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu as participé à quelques autres podcasts aussi, je pense, que c'est facile d'en trouver en ligne. Puis on te souhaite bonne chance. Je sais qu'il y a une belle aventure qui s'en vient pour toi. Tu nous as pas dit c'était quoi, mais là... Non, je vais l'annoncer plus tard. C'est pas encore c'est ça, exactement. officiel. Ouais. Je pense que l'épisode va sortir peut-être même quand ça va se passer ou plus tard. Ah ouais? Ben, parce que l'épisode va probablement sortir après Noël. Oh, OK, super. Okay, mais cool. ça va comme être en train de se passer. Fait qu'on invite les gens, si vous écoutez en ce moment, allez voir l'Instagram d'Emma. Ouais, pour savoir sur quelle aventure je vais me lancer parce que en date des présentes, je ne sais pas encore si c'est officiel ou pas. Ouais. OK. J'adore. Bon, J'ai hâte de voir. On a hâte, nous aussi. Alors, on te souhaite une belle journée. Merci. À bientôt.